Oui, bon, bonjour. Moi, je suis très heureux d'ouvrir votre colloque devant une audience aussi importante. L'amphithéâtre est quasiment plein. Et je suis aussi très heureux de l'ouvrir puisque moi, je suis un homme du numérique. Je vous expliquerai pourquoi. Et ça montre simplement que le fait que j'ouvre votre colloque aujourd'hui montre que le numérique est devenu quelque chose d'extrêmement important, y compris pour votre discipline. Et c'est bon, je pense que c'est pas du tout un scoop pour ceux qui travaillent depuis des années. Mais le numérique a envahi l'ensemble de nos activités et a changé la donne dans beaucoup de relations. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bon, je suis un peu un marin avec une carrière un peu atypique. J'ai 3 dominantes d'opérations maritimes où j'ai commandé 4 bâtiments. Surtout après, j'ai une dominante IT, tout ce qui est la technologie, où j'ai été directeur système d'information de la marine, puis j'ai créé ensuite la direction générale du numérique du ministère des Armées pendant plus de 3 ans. Et enfin, j'ai passé à peu près 9 années à bâtir la cyberdéfense du ministère et j'en ai été le premier comme cyber, le premier commandant en opération de 2011 à 2017 avec tout le déploiement de la composante contre-propagande, tout un déploiement de la composante action sur les réseaux sociaux avec des bataillons d'avatars et ainsi de suite. Et c'est une partie où on retrouve exactement une partie de votre métier parce qu'avant d'attaquer les autres, il faut faire du renseignement, il faut pénétrer, il faut s'infiltrer. Et c'est des choses qui sont extrêmement importantes pour vous. Aujourd'hui, je suis senior advisor dans différentes grandes entités. J'accompagne beaucoup de PME, start-up et je travaille dans des fonds d'investissement. Pour moi, le numérique a complètement changé la donne. C'est un peu une lapalissade de dire ça, mais le cyber, c'est finalement là-dedans, c'est l'art de conduire, c'est l'art de la conflictualité, du combat ou de l'influence ou dans l'espace numérique. L'OSINT, vous le connaissez parfaitement, ça existe depuis au moins avant les années 2000, mais aujourd'hui c'est OSINT, source ouverte, ou si on se limite à ça, c'est un peu pour moi de l'OSINT à la grand-papa. Tout ça, ça a beaucoup changé. Et pourquoi ça a beaucoup changé? Puisque le numérique lui-même a changé, les entreprises ont toutes basculé dans leur transformation numérique. Et de façon très, très caricaturale, les entreprises, les organisations se structurent de plus en plus autour de la donnée. Et cette organisation donnée centrée, cette donnée aujourd'hui, n'est plus la seule propriété des grandes entreprises. Généralement, ils la confient plus ou moins à différents partenaires. Et puis derrière, une fois que ces données sont ces différents partenaires, beaucoup de choses se passent, beaucoup de choses doivent être étudiées, beaucoup de choses doivent être appréhendées à l'aune de ces nouvelles technologies. Puis vous avez l'intelligence artificielle, vous avez le quantique, vous avez la 5G. Tout ça, ça va changer un peu la façon d'échanger les données. Ça va être beaucoup moins vertical, beaucoup plus horizontal. Donc des possibilités de pénétration, des possibilités d'influence de plus en plus fortes. D'où le besoin de maîtriser tout ce qui est le comportement sur les réseaux sociaux, maîtriser des avatars. Un avatar, quand on veut faire de la pénétration, on le fait naître, on le fait vivre, on le fait mourir. Il faut qu'il y ait une légende. Donc des métiers qui vont se rapprocher beaucoup de toutes les techniques du renseignement sur les réseaux sociaux, le dark web. Tout ça est évident, mais ça montre simplement que ce monde numérique qui nous envahit n'est plus un monde de bisounours ou un monde qui est extrêmement bénéfique, qui porte la croissance, bien sûr, ça continue à le faire, bien sûr, c'est indispensable, mais c'est un nombre où vous avez de plus en plus de nocifs qui s'expriment et dans un monde qui est un monde de plus en plus de confrontation. Donc aujourd'hui, ce sujet, plus aucun manager d'entreprise ne peut l'ignorer, plus aucun COMEX ne peut se reporter de ce sujet en disant oh, c'est l'affaire de mon DSI, c'est l'affaire de mon RSSI, ou au mieux c'est l'affaire de mon directeur de la sûreté. Et non, c'est une affaire de COMEX parce que ça repose en particulier pour le choix de l'endroit où on met des données. L'endroit où on met des données, c'est leur cadre juridique. Et leur cadre juridique, c'est aussi les partenaires que l'on choisit. Choisir un partenaire GAFA ou choisir un partenaire européen, c'est pas la même chose en matière de souveraineté. Ce n'est pas la même chose en matière de protection. Ce n'est pas la même chose en matière de cadre juridique. Puis, vous avez suffisamment en parler, toutes les entreprises aujourd'hui se rappellent qu'elles ont un drapeau sur le dos. Toutes les entreprises se souviennent qu'elles sont françaises ou pas, avec tout ce qui se passe en Russie, en Afrique ou en Asie. Toute société est obligée d'en tenir compte. Très schématiquement, pour moi, homme du numérique, quand je me mets au centre du jeu et que je conseille des grandes entités, vous êtes en gros responsable d'une grande organisation au milieu de la rencontre de 3 lignes de force. La première, c'est 3 lignes de force vis-à-vis des gens qui en veulent à vos processus, qui en veulent à vos données, qui en veulent à vos algorithmes, ce qui fait la richesse de vos savoir-faire. Vous avez les premiers, c'est la cybercriminalité, le cyberactivisme. C'est quelque chose qui se structure, c'est quelque chose qui est devenu galopant, c'est quelque chose dans lequel vous avez face de vous des criminels
ou aussi des activistes. Ça peut aller de l'attaque informationnelle jusque le côté la prise d'otage informatique, le sabotage. Donc vous prenez des derniers rapports de l'Agence nationale de sécurité et systèmes d'information, et là vous avez un excellent descriptif de tout ce qui s'est passé et de tout ce qui peut vous attendre. Deuxième chose, plus récent, c'est le retour pour le monde de l'entreprise des tensions géopolitiques. Et là, vous avez à face de vous des États qui vont travailler à travers des partisans, à travers des groupuscules, des partisans et des groupuscules que vous pouvez trouver comme cybercriminels le jour ou la nuit. Puis de temps en temps, ils sont obligés de donner des gages à certains services, je pense aux services russes. Donc, ils peuvent se déchaîner contre certaines nations sans qu'il y ait clairement de but, de cible. On peut penser que les hôpitaux français sont une cible. Les hôpitaux français, ils n'ont pas d'argent. Pourquoi on les attaque? Si ce n'est pour déstabiliser, si ce n'est pour faire prendre qu'on perde confiance dans l'État français, dans les capacités. Donc c'est vraiment le cyber, le numérique dans cette période de tension est quelque chose qui va être utilisé de façon assez grise pour faire perdre confiance, déstabiliser. C'est le lieu par essence de l'attaque indirecte. Dans le numérique, vous n'allez pas attaquer frontalement ce qui a le plus protégé. Vous n'allez pas attaquer l'État pour faire monter le niveau d'une crise. Vous allez attaquer les environnements, vous allez attaquer les organismes d'intérêt vitaux, vous allez attaquer les transports, vous allez attaquer tout ce qui peut déstabiliser. C'est ce que vous voyez aussi par l'ingérence russe en France. Typiquement, des exemples après le 7 octobre, une campagne de croix gammée dans les rues de Paris qui était montée par des Moldaves qui, a priori, n'avaient pas grand-chose à voir avec les pro-palestiniens. Enfin, dernière chose, dernier volet qui vous concerne le plus, qui est celui de la guerre économique. Guerre économique, tensions géopolitiques, finalement les modes d'action sont exactement les mêmes et vous pouvez retrouver par endroits les modes d'action des cybercriminels. L'action est globale, et vous avez de plus en plus de combinaisons d'attaques informationnelles et d'attaques physiques. Je vous renvoie à TV5 2015 qui a été très instrumentalisée, très décrite. C'est une attaque revendée par un groupe islamiste. Ils prétendent, qui n'a jamais été islamiste d'ailleurs, ils prétendent que c'est des données des militaires français et ça sabote un moyen de communication proche de l'image de la France au moment où la France discute avec la Russie de l'annulation de la vente des bâtiments type Mistral. Donc, quand vous êtes dans cette guerre économique, vous avez un premier volet de prédation des données, c'est l'espionnage. L'espionnage n'a pas disparu. L'espionnage est caractérisé comme étant la première menace par l'Agence nationale de sécurité et systèmes d'information en ce moment. Des opérations d'espionnage coréennes, chinoises sont pointées du doigt. C'est quelque chose qui existe depuis longtemps, c'est quelque chose qui a été mis en évidence par des déclarations dès 2010. Plus vicieux, quelque chose qui est totalement dans votre scope, c'est l'extraterritorialité des lois. Depuis 2001, l'ensemble des lois américaines ont une composante extraterritoriale. Bien sûr, vous avez aussi toutes les lois chinoises. Quelqu'un qui bâtit un réseau pour une de ses antennes qui est en Chine, s'il ne prend pas garde, à partir du réseau chinois, les services chinois sont dans son réseau parisien. Donc, je veux dire qu'aujourd'hui, aller en Chine, aller en différents pays que vous connaissez beaucoup mieux que moi, il y a des règles de réseau qu'il faut prendre, savoir où sont vos données, comment sont vos données, quelles sont les lois auxquelles vous êtes soumises. Et l'extraterritorialité des lois, principalement américaines et chinoises, sont des choses qui doivent être très maîtrisées et extrêmement préoccupantes. Deuxième chose, à partir du moment où vous faites des transactions en dollars, la justice américaine peut se saisir et considérer que vous êtes sous sa juridiction. Deuxième chose, à partir du moment où vous utilisez des moyens informatiques américains, à commencer par Gmail, vous pouvez tomber sous le coup d'investigation de juges américains. Donc toutes ces choses-là sont des choses que vous allez, je pense, débattre, puisque vous êtes à la 20e année du rapport, et je pense qu'il y a un rapport intéressant que vous devez bien sûr connaître, qui est le rapport qui est sorti à l'été 2023, fait par les sénateurs Linnemann et Lemoine, qui est avec moi des quelques mots qui m'ont intéressé, parce que j'y trouve le numérique à travers ces mots. Se mettre en alerte. Se mettre en alerte, pour se mettre en alerte, il faut avoir des capteurs. Et les capteurs aujourd'hui, ils sont quasiment à 80-90% numériques. C'est la même mouvance que pour les services de renseignement, dont lequel on a besoin de plus en plus d'analystes. Par contre, la captation, la récupération des données, elle s'automatise de plus en plus. Et puis aussi, c'est des nouveaux métiers, typiquement le renseignement d'origine humaine dans l'espace numérique, qui sont des nouvelles disciplines, l'art de la manipulation et de la conduite des avatars. Défendre les intérêts stratégiques, m'intéressait, c'était marqué au niveau de l'État, de l'entreprise, du territoire et des établissements de R&D. Ça permet de faire une feuille de route.
Veille stratégique, veille concurrentielle, c'est protection du patrimoine matériel et immatériel, opération d'influence, typiquement cité dans le rapport. L'opération d'influence, c'est pas à la fois pour se défendre, puis pour aussi faire passer les idées. Donc la notion qui m'a paru la plus intéressante, c'est la notion de partenaire concurrent, qui représente bien la complexité et l'ambiguïté de votre domaine. Donc trois exemples me sont venus en tête. Le premier, des exemples qui ont été très documentés, Areva 2010, opération d'espionnage chinois. Areva est pénétré, d'après ce qu'on a pu remonter dans les trucs, depuis 2 ans, 3 ans. Donc une société, tout son réseau est pénétré depuis 3 ans. Une société dont les administrateurs ne sont plus en région parisienne, mais sont plus du côté de la Chine. Donc imaginez toutes les données, tout ce qui a pu être exfiltré par les attaquants. À peu près à la même période, écran bleu à la Commission européenne et attaque contre Bercy, le cabinet du ministère du Budget, sur fond de G7. Tout simplement pour vous montrer que c'est des choses qui sont totalement réalistes. Deuxième chose, plus récente, non pas plus récente, mais en période, l'affaire Alstom. Donc je vous conseille la lecture du livre de mon ami Frédéric, qui décrit tout ce processus qui a accompagné Alstom et qui m'a moi intéressé dans ce document. C'est bien sûr les lois anti-corruption, ainsi de suite, mais la façon dont l'administration américaine a utilisé le FBI pour faire pression sur les citoyens américains employés par Alstom, qui venaient le matin faire un compte-rendu à l'antenne du FBI, repartaient le soir et étaient contraints d'espionner leur société. Autre exemple d'un autre domaine qui est l'exemple de VadSecure. VadSecure, c'est une PME cyber qui est implantée à Lille, qui se trouve être à l'époque sur un segment assez vertical de protection des emails et dans laquelle il n'y avait qu'un seul grand concurrent américain dont j'ai oublié le nom, puis ça n'a pas un peu d'importance. Et finalement, la société américaine l'a attaqué au titre des lois anticorruption et donc a toute une série de procès et la société a été condamnée au début à plus de 130 millions, ou entre 130 et 150 millions de dollars d'amende pour une société dont le chiffre d'affaires était autour de 20-30. Bon, la société a été résiliente, la société a été sauvée par l'intervention de l'État français qui l'a redotée, et puis elle a pu se payer des avocats et faire une procédure assez longue. Je crois que les frais d'avocat lui est revenu à peu près 30 millions d'euros. Aujourd'hui, cette société a redémarré, mais elle a failli mourir, et s'il n'y avait pas eu la résilience des employés et de son patron, elle aurait surmonté. Donc il est intervenu à différents endroits, il a témoigné. C'est quelque chose qui est en train de se terminer, mais qui est assez intéressant. Donc je pense que ce qui est intéressant à retenir comme la notion, c'est cette notion de partenaire concurrent. Et avant de conclure, j'aime bien citer cette phrase du président Mitterrand qui l'a prononcée, je crois, vers 2009-2010. La France ne le sait pas, mais nous sommes en guerre avec l'Amérique. Oui, une guerre permanente, une guerre vitale, une guerre économique, une guerre sans mort apparemment, et pourtant une guerre à mort. Et c'est quelque chose que je trouve très intéressant. Pourquoi ? Parce que moi, je suis un marin. Le prix du sang, quand on est en opération militaire avec nos amis américains et mes amis britanniques, c'est là où on trouve les forces. C'est là où on était en Afghanistan. Donc, côté militaire américain, pareil, dans la lutte contre Daesh, on a coopéré extrêmement. Nous étions amis. Et puis les mêmes avec qui nous étions amis, parce que le cybercom américain, c'est le patron aussi de la NSA, c'est celui qui exploite, c'est celui qui attaque nos entreprises. Je prends le modèle britannique, nous sommes très amis avec le GCHQ, avec qui nous menons des opérations conjointes, et de l'autre côté, le GCHQ, je pense qu'un des premiers qui espionne ses partenaires français. Donc on est dans un monde extrêmement ambigu, et le numérique permet toute forme d'expression. Et ça va être de plus en plus la chose. Je veux dire, la veille, la protection, l'influence. L'OSINT va devoir évoluer très, très, très fortement par de la recherche ciblée, par la pénétration, par de tout ce qui est des techniques. Les réseaux sociaux, le dark web fait partie aujourd'hui. Le dark web, des tas de gens y vont, des tas de gens s'y installent, des tas de gens le surveillent. C'est pas simplement quelque chose de formellement interdit, c'est surtout quelque chose qui n'est pas indexé. Donc si vous ne savez pas où aller, vous n'arrivez pas à y aller. Mais à partir du moment où vous savez où aller, vous pouvez aller dans des zones plus ou moins licites. Comment conduire des avatars, l'IA, l'analyse. Voilà un petit peu les messages que je voulais vous passer en début de cette journée, en insistant sur le fait que je pense que le numérique, et je pense que tout le monde est plus ou moins convaincu, va être quelque chose d'extrêmement structurant pour l'ensemble de vos travaux, et que le numérique n'est pas une affaire de technique.
Les techniques, les technologies, elles évoluent. Moi, dans ma carrière, mes 10 ans, j'ai vu une petite évolution, une petite révolution technologique à peu près tous les 6 mois. Donc c'est pas ça qui est le plus important. Ce qui est le plus important, c'est se préparer à l'incertitude, c'est de garder beaucoup de bon sens, c'est de garder la finalité. La technologie, elle est faite pour maîtriser. Il y a des ingénieurs qui sont là, mais par contre, il faut être capable de les orienter, il faut être capable de donner du sens. Et souvent, dans le numérique, dans notre domaine qui est très très technique, on oublie de donner du sens. On vend de la technologie, on vend du savoir-faire pour pas cher, et on oublie de dire que derrière toutes ces décisions, derrière tous ces systèmes, il y a des stratégies. Et ceux qui les maîtrisent auront des avantages concurrentiels. Les autres, malheureusement, se verront de plus en plus déclassés, à mon sens. Voilà, je vous souhaite un excellent colloque.